Tu conduis sur l'autoroute et un semi-remorque de 18 roues arrive rapidement derrière toi. Tu dois changer de voie. Tu regardes dans le rétroviseur. Y a-t-il assez d'espace? Et tu remarques ces mots sur le rétroviseur. Les objets dans le rétroviseur sont plus proches qu'ils ne le paraissent. C'est la même chose avec la galaxie de la Voie lactée. Une autre galaxie se dirige vers nous, et comme le semi-remorque, elle est plus proche qu'elle n'y paraît. La galaxie d'Andromède, qui était baptisée à l'origine M31 par Charles Messier dans son catalogue des 110 objets flous en 1774, est désormais officiellement appelée NGC 122. C'est le nouveau catalogue galactique 122 en anglais. Andromède, une galaxie en spirale plus grande que la Voie lactée, est si grande et si proche que tu peux la voir sans télescope. En fait, à l'œil nu, elle apparaît à moitié moins large que la Lune. On estime que la galaxie d'Andromède contient 1 trillion d'étoiles, alors que la Voie lactée n'en contient que 300 à 400 milliards. Pour voir la galaxie d'Andromède, tu dois laisser les yeux s'adapter à l'obscurité. Cela peut prendre environ 10 minutes pendant que tes pupilles se dilatent pour absorber le plus de lumière possible. M31 est mieux vu de la fin de l'été à l'hiver, lorsque le grand carré de Pégase, le cheval ailé, est au-dessus de nos têtes. Trace une ligne à travers le grand carré en diagonale vers le haut à partir de l'étoile du coin inférieur. Puis, va un peu plus loin que le carré. La voilà! Mais tu ne pourras toujours pas voir sa taille réelle, à moins que tu ne la regardes du coin de l'œil. Si tu la fixes droit dans les yeux, la galaxie aura tendance à s'effacer. Tu dois utiliser ta vision périphérique pour apprécier la taille de la galaxie d'Andromède. La vision périphérique, ou vision détournée, te permet de voir la lumière de façon plus sensible la nuit, mais sans couleur. Les marins utilisent la vision détournée depuis des siècles pour voir les lumières faibles sur l'océan ou sur la Terre. Aristote a utilisé la vision détournée pour observer l'amas d'étoiles M41 dans Canis Major, comme il l'a décrit dans son livre Meteorologica. Sur une photo prise au télescope, la galaxie d'Andromède semble 6 fois plus large que la Lune, car à l'œil nu, nous ne voyons que le centre lumineux de la galaxie. Une photographie télescopique montre à quel point les bras spiraux de M31 sont vraiment massifs. Et cette galaxie massive se dirige vers nous. Nous sommes face à une future collision massive de galaxies aux proportions vraiment galactiques. Quand cela arrivera, l'humanité devra peut-être aller habiter dans une autre galaxie. Nous irons peut-être dans la galaxie du Moulinet, située dans l'astérisme de la Grande Casserole. Comment savons-nous que la galaxie d'Andromède se déplace vers nous? Grâce à un outil appelé spectroscope. Après l'appareil photo, le spectroscope est l'accessoire le plus important d'un télescope. Sauf pour l'œil humain. Nos yeux ne voient que la lumière. Tu ne vois pas réellement ce gros cheval dans ton œil. Tu ne perçois que la lumière réfléchie par le cheval dans tes yeux. C'est la même chose avec l'espace. Nous ne voyons que la lumière qui en provient. Donc, si nous voulons comprendre l'espace, nous devrons comprendre la lumière. Et ce n'était pas une tâche facile pour les astronomes du 19e siècle. L'invention du spectroscope a été une grande avancée dans la compréhension de la lumière venant de l'espace vers la Terre. Avec un spectroscope, les astronomes peuvent dire dans quelle direction se déplacent les objets dans l'espace, ainsi que les éléments qui fabriquent la lumière. Quand tu entends une ambulance qui s'approche, tu entends la sirène devenir plus forte et plus aiguë. Et quand elle dépasse et s'éloigne, tu entends le son de la sirène devenir plus faible et plus grave. Le changement de fréquence du son dépend entièrement du mouvement de la source. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, d'après le physicien et mathématicien autrichien Christian Johann Doppler, qui a expliqué cet effet pour la première fois en 1842. La sirène de l'ambulance ne change pas de volume. Lorsque l'ambulance approche, les ondes sonores sont comprimées et lorsqu'elles s'éloignent, elles sont étirées. Le spectroscope montre que les ondes lumineuses présentent le même effet Doppler que les ondes sonores. Elles sont comprimées lorsque l'étoile ou la galaxie s'approche de nous et semblent étirées lorsqu'elles s'éloignent. Par conséquent, la lumière d'une galaxie qui s'approche apparaîtra légèrement plus bleue, du fait d'une légère augmentation de la fréquence, et la lumière d'une galaxie qui s'éloigne apparaîtra légèrement plus rouge que la normale, à cause d'une légère diminution de la fréquence de la lumière. En 1929, Edwin Hubble, dont le célèbre télescope spatial porte le nom, a publié son étude spectroscopique de 46 galaxies. La lumière de toutes les galaxies sauf une tendait vers le rouge, c'est-à-dire qu'elles s'éloignaient toutes, sauf une. L'étude de Hubble a fourni la première preuve que l'univers était en expansion. Plus une galaxie était éloignée de la Voie lactée, plus elle s'éloignait rapidement. C'était aussi la première preuve que l'univers a commencé par un Big Bang.
La seule galaxie dont la lumière était décalée vers le bleu, se déplaçant vers la Voie lactée, était M31. La galaxie d'Andromède, la galaxie la plus proche. 400 000 km/h semble être une vitesse plutôt élevée pour une collision. C'est la vitesse qu'indiquent les mesures spectroscopiques du décalage vers le bleu d'Andromède. Ce sera un gros problème quand cela se produira. Mais quand cela va-t-il se produire ? Pour déterminer quand les deux galaxies entreront en collision, nous devons déterminer la distance qui les sépare. Et pour cela, nous avons besoin de supernovas. Les supernovas de type 1A sont ce qu'on appelle des bougies standards. Tout comme nous savons à quel point une bougie brille, nous savons à quel point une supernova de type 1A brille. C'est sa magnitude absolue. Une supernova de type 1A apparaît lorsqu'une naine blanche s'effondre sous la pression de tout le gaz qu'elle a aspiré d'une étoile compagnon. En observant la galaxie d'Andromède et en mesurant la luminosité apparente d'une supernova dans la galaxie, il est possible de calculer sa distance. Comme l'intensité de la lumière diminue inversement au carré de sa distance, ce que l'on appelle la loi des carrés inversés, il suffit de comparer la luminosité apparente d'une supernova dans la galaxie d'Andromède à sa luminosité absolue pour obtenir une distance approximative de 2,5 millions d'années-lumière. Voilà! Puisqu'une année-lumière fait environ 10 000 milliards de kilomètres et que la galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière, même si elle s'approche à la vitesse d'environ 400 000 km/h, nous avons environ 4 milliards d'années avant la grande collision. Tu peux donc attendre après le déjeuner, voire après le dîner, pour commencer à faire tes bagages. Pour l'anecdote, si nous voyons la galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, et qu'elle s'est déplacée vers la Voie lactée pendant tout ce temps, quelle taille aurait-elle maintenant dans le ciel ? Aussi grande que le semi-remorque dans ton rétroviseur. Mais avons-nous vraiment 4 milliards d'années avant que les galaxies ne se percutent ? Il y a plusieurs autres facteurs à prendre en compte. Les galaxies mineures qui sont gravitationnellement liées à la fois à la Voie lactée et à la galaxie d'Andromède seront avalées par leur galaxie hôte. Compte tenu de la répartition asymétrique de la masse qui en résultera, la collision galactique de la Voie lactée et d'Andromède sera affectée. Certains scientifiques disent que ce ne sera pas un choc frontal, mais plutôt tangentiel. Et puis il y a les halos galactiques de chaque galaxie. Voici ce que le projet Amiga a découvert sur le halo d'étoiles et de gaz qui entoure la galaxie d'Andromède. À l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont pu observer comment la lumière de quasars lointains et brillants était absorbée par le gaz, principalement invisible autour de la galaxie d'Andromède. Regarde les résultats. Tu remarques M31 au centre ? Si c'est la même chose pour la Voie lactée, et il n'y a aucune raison de penser que ce serait différent, alors les halos des deux galaxies se touchent en ce moment même. La collision a déjà commencé. On peut aussi se demander quel effet les nuages de matière noire autour de chaque galaxie peuvent avoir sur une collision imminente, ou ont maintenant. Mais assez de spéculation. Dans 4 milliards d'années, le Soleil aura déjà gagné en luminosité pour devenir une géante rouge. Et les humains auront déjà trouvé une autre galaxie à coloniser. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées au mur, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire.
Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayons X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. « Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. » Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la 4e plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. « Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ?
Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Véga, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous ont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alphératz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les 2 seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher. À première vue, elle ressemble à n'importe quelle autre étoile. Jusqu'à ce que vous détourniez le regard juste 1 seconde. Vous regardez à nouveau, et elle est introuvable. La raison, c'est que c'est probablement la plus rapide des étoiles. Écoutez un peu, les astronomes ont récemment découvert une nouvelle classe étonnante d'étoiles. Elles ont reçu le nom d'étoiles hypervéloces. Ils en ont repéré environ 12. Et il se trouve qu'elles sont si rapides qu'il se peut un jour qu'elles quittent notre galaxie, la Voie lactée, pour se lancer dans un voyage intergalactique. Vous voyez, les étoiles se faufilent constamment à travers les bras en spirale de notre Voie lactée comme des voitures pressées au milieu de la circulation à l'heure de pointe. Mais lorsque vous regardez le ciel nocturne, il vous semble pourtant que ces points lumineux sont aussi immobiles que les monumentales pyramides de Gizeh. Maintenant, parmi ces 200 à 400 milliards d'étoiles qui considèrent la Voie lactée comme leur foyer, une infime fraction se distingue des autres. Les interactions gravitationnelles ont accéléré ces étoiles massives au point qu'elles se déplacent 2 voire 3 fois plus vite que notre Soleil. Oui, ce sont les fameuses étoiles hypervéloces dont le destin est de se libérer un beau jour de l'étreinte gravitationnelle de notre galaxie. On dirait qu'elles essaient d'atteindre des vitesses encore inédites. Elles se déplacent à plus de 126 000 km/h. Une étoile hypervéloce pourrait franchir la distance qui sépare la Lune de notre planète en seulement 20 minutes. Ces étoiles sont solitaires et très différentes des hypervéloces que l'on connaissait jusqu'à présent. Les hypervéloces originales étaient grandes et bleues,
et semblaient être nées au cœur de la galaxie. Mais ces nouvelles étoiles, elles, sont assez petites, pas plus grandes que notre Soleil, et ne semblent pas provenir du centre de la Voie lactée, ce qui est surprenant. On les découvre le plus souvent en train de s'échapper d'amas relativement jeunes. La plupart des étoiles hypervéloces se trouvent dans le halo externe de la galaxie, à environ 150 000 années-lumière du centre de celle-ci. Il est intéressant de noter qu'un astronome du laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, a prédit l'existence des étoiles hypervéloces en 1988, mais les scientifiques n'ont commencé à en découvrir qu'en 2005. La première étoile repérée se trouvait à 350 000 années-lumière du cœur de la Voie lactée et s'éloignait de son centre à environ 2,4 millions de kilomètres par heure. Les astronomes disent qu'il est extrêmement difficile de chasser une étoile hors de la galaxie. Lorsque ça arrive, c'est la plupart du temps à cause d'un trou noir supermassif. Et selon les experts, c'est probablement Sagittarius A étoile qui accélère les étoiles hypervéloces, ou du moins certaines d'entre elles. Pour atteindre la vitesse d'évasion, une étoile doit recevoir une impulsion d'une force inimaginable pour nous. Et comme le trou noir central de la Voie lactée a une masse de 4 millions de soleils, il a sans doute suffisamment de puissance pour produire quelque chose de ce genre. Dans le scénario le plus courant, nous avons une étoile binaire. Soit un système composé de deux étoiles gravitationnellement liées et en orbite l'une autour de l'autre. Supposons que ces étoiles soient prises dans l'étau de notre trou noir. Alors que l'une des étoiles se dirige en spirale vers le trou noir, sa sœur se voit projetée vers l'extérieur à une vitesse phénoménale. C'est ce qu'on appelle un échange à trois corps. Les astronomes ont déjà découvert 18 étoiles géantes qui pourraient avoir été rendues hypervéloces par ce processus. Il existe également une théorie selon laquelle les étoiles hypervéloces pourraient avoir été éjectées de leurs amas stellaires par des explosions de supernovas. Les étoiles hypervéloces, récemment découvertes, semblent avoir la même composition que les étoiles normales. C'est pourquoi les astronomes ne pensent pas qu'elles proviennent d'un endroit exotique, situé en dehors de la galaxie ou dans le halo extérieur de la Voie lactée. Ce halo est en réalité une région sans vie, remplie de vieilles étoiles pauvres en métaux et de masse très faible. Il est peu probable qu'on y trouve une étoile hypervéloce, à moins qu'elle n'ait été éjectée dans cette direction. Les étoiles hypervéloces restent donc un mystère, mais elles ne sont pas les seules à se comporter bizarrement. Par exemple, en 2017, des astronomes ont repéré une étoile brillante qui se précipitait hors de la Voie lactée. Elle se déplaçait incroyablement vite, à une vitesse de 3,2 millions de kilomètres par heure, soit presque 4 fois plus vite que le Soleil en orbite autour du centre de la galaxie. Le principal problème concernant cette étoile errante était qu'elle se déplaçait en sens inverse par rapport à la plupart des autres étoiles qui tournent autour du centre de notre galaxie. Mais ce n'est pas la seule étrangeté à son sujet. Son aspect suscitait également de nombreuses questions. S'agissait-il d'une étoile hypervéloce? Était-ce même une étoile? Cette voyageuse semblait être constituée d'une matière stellaire totalement différente de ses congénères. Les astronomes ont réussi à identifier sa composition. Elle était faite d'atomes lourds et métalliques. La plupart des autres étoiles sont constituées d'éléments beaucoup plus légers. On a baptisé cette étoile LP40-365. Elle se déplaçait si rapidement qu'elle a littéralement quitté notre galaxie. Les scientifiques ont donc pensé qu'elle avait été éjectée par une catastrophe cosmique, par exemple une supernova. Aujourd'hui, les astronomes affirment que l'étoile, qui était auparavant considérée comme une naine blanche, était en réalité un fragment stellaire, une sorte de résidu causé par une explosion de supernova. L'explosion a dû être si puissante qu'elle a poussé LP40-365 très loin hors de la galaxie. Ce fragment d'étoile continue à tourner lentement autour de son axe. Grâce à cette observation, les astronomes peuvent confirmer le fait que LP40-365 n'est en réalité qu'un débris spatial et non une étoile à part entière. Mais une telle conclusion signifie qu'elle aurait été témoin d'une supernova. Même si cet événement s'est produit à la vitesse de l'éclair, c'est toute la composition de cet objet spatial qui a été modifiée. La plupart des étoiles sont principalement composées d'hélium et d'hydrogène, mais LP40-365 est différente. Elle contient des éléments lourds, du magnésium, de l'oxygène et du néon. C'est sans doute la supernova qui a ajouté ces atomes à la composition de cette étoile.
Les astronomes considèrent d'ailleurs que tous les éléments plus lourds que l'hélium sont des métaux. Cela signifie qu'après avoir été témoin de la supernova, LP40-365 est devenue métallique. Notre voyageuse de l'espace s'éclaire, puis s'assombrit toutes les 8 ou 9 heures. Cela pourrait signifier qu'elle émet des pulsations, mais en général, les pulsations stellaires sont beaucoup moins régulières. Une explication plus plausible est que la surface de l'étoile est irrégulière. C'est la rotation de l'étoile qui causerait ces différences de luminosité. Passons maintenant à un autre curieux corps spatial. Il s'agit de la 18e étoile la plus brillante du ciel nocturne, appelée Fomalhaut. Si vous l'observez à l'aide d'un télescope, vous serez confronté à un spectacle terrifiant. Il n'est pas étonnant qu'on la surnomme l'œil de Sauron. Un anneau de poussière et de débris l'entoure, ce qui lui donne l'apparence d'un œil géant qui regarde droit dans votre âme. Cette étoile intimidante a une masse plus de 2 fois supérieure à celle de notre Soleil et se trouve à 25 années-lumière de la Terre, ce qui n'est pas si loin si l'on considère les distances dans l'espace. Il y a aussi une étoile qui se déchire. Elle porte un nom magnifique, Vega. À première vue, elle semble normale, grande, brillante et assez jeune. Mais plus on avance dans le temps, plus elle devient bizarre. Par exemple, elle n'est pas vraiment ronde. Elle ressemble à un œuf. La raison en est peut-être qu'elle tourne si vite qu'elle a fini par se déformer, ce qui a entraîné des variations de température à sa surface. En outre, elle atteint 93% de la vitesse maximale qu'une étoile de cette taille peut tolérer, c'est-à-dire 273 km par seconde. Les astronomes ne savent pas exactement pourquoi Vega tourne si vite qu'elle en vient presque à se déchirer. Mira est parfois l'une des étoiles les plus faibles, et parfois l'une des plus brillantes du ciel nocturne. Ce système est en fait constitué de 2 étoiles. L'une d'elles est une géante rouge, qui ressemblait autrefois à notre Soleil. L'autre est une naine blanche. La géante rouge se débarrasse constamment de ses couches externes, créant un nuage de débris autour du système. Ce phénomène pourrait être à l'origine de l'assombrissement régulier des étoiles. Il pourrait également expliquer pourquoi les intervalles entre ces périodes d'obscurcissement ne sont pas réguliers. Mais le plus intéressant, cette étoile binaire possède une queue semblable à celle des comètes. Le centre de la Voie lactée est une scène où se donne la réplique un rayonnement intense, une forte gravité et de nombreux mystères. Un endroit où les forces de la nature sont poussées à leurs limites. Mais que se passerait-il si notre propre planète se retrouvait dans ce théâtre cosmique ? Que se produirait-il si la Terre parvenait d'une manière ou d'une autre à y survivre ? Commençons ce voyage au cœur de notre galaxie pour le découvrir. Imagine ceci. Tu flottes dans l'espace entouré de milliards et de milliards d'étoiles. Soudain, tu aperçois au loin une masse brillante et tourbillonnante de gaz et de poussière. Il s'agit, mon ami, de la Voie lactée, autrement dit, notre maison dans les vastes étendues de l'univers. On estime que la Voie lactée contient plus de 100 milliards d'étoiles et qu'elle s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En d'autres termes, si on voyageait à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour la traverser d'un bout à l'autre. Cela représente quelques milliers de milliards de kilomètres. Et il ne s'agit pas seulement d'un ensemble statique d'étoiles et de gaz, mais d'un système dynamique en constante évolution. En fait, la Voie lactée se déplace actuellement dans l'espace à une vitesse d'environ 2,1 millions de kilomètres à l'heure. L'un des aspects les plus fascinants de notre galaxie est sa forme. La Voie lactée est une galaxie spirale, ce qui signifie qu'elle ressemble à un disque avec un bulbe central et des bras spiraux. Les bras spiraux sont les zones où naissent les nouvelles étoiles. C'est là que se concentrent le plus d'étoiles, de gaz et de poussière, et que se trouve le système solaire. Notre système est comme une minuscule tache dans la grande tapisserie cosmique de la Voie lactée. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie, une distance plutôt importante, n'est-ce pas ? Le système solaire se déplace également dans la Voie lactée en orbite autour du centre de la galaxie. Il lui faut approximativement 230 millions d'années pour effectuer une orbite complète autour de la galaxie. Imagine un peu. Depuis l'époque des dinosaures, nous n'avons parcouru qu'un quart de ce chemin. La position du système solaire dans la galaxie a de nombreuses répercussions sur notre vie.
Par exemple, la quantité de radiation et de rayons cosmiques à laquelle nous sommes exposés, et même la probabilité d'impact d'astéroïdes, etc. De plus, grâce à notre emplacement, nous pouvons jouir de vues étonnantes de l'univers qui nous entoure. Depuis notre point d'observation dans la Voie lactée, nous pouvons observer d'autres galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles dans des détails à couper le souffle. Nous évoluons aussi dans un voisinage très actif, avec de nombreuses autres étoiles et planètes à proximité. Nous avons donc de la chance. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas ces opportunités? Et si la Terre était située au centre de la Voie lactée? Le centre de la Voie lactée abrite une région de l'espace appelée bulbe central. Elle est remplie d'étoiles. C'est comme une boule disco, mais au lieu de miroirs brillants, elle est recouverte d'étoiles. Seulement, cette boule disco est vraiment énorme. Elle a un diamètre d'environ 10 000 années-lumière. Le centre de la Voie lactée abrite également des environnements extrêmes qui feraient frémir même le plus courageux des astronautes. Les particules à haute énergie et les champs magnétiques intenses peuvent faire des ravages sur les appareils électroniques et les engins spatiaux. Les champs de radiation intenses peuvent griller tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce n'est donc pas vraiment un endroit propice à la vie telle que nous la connaissons. Si la Terre était située près du centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Examinons quelques-uns des effets potentiels. Tout d'abord, les radiations. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le centre de la Voie lactée est l'une des régions les plus irradiées de la galaxie. Cela rendrait la vie sur Terre très difficile, voire impossible. Certes, nous disposons du champ magnétique terrestre. C'est une sorte de bouclier géant qui nous protège des rayonnements nocifs provenant de l'espace extra-atmosphérique. Mais pourrait-il nous sauver si nous étions situés au centre de la Voie lactée? Malheureusement, la réponse est non. C'est un peu comme essayer d'utiliser un minuscule parapluie pour s'abriter d'une énorme tempête. La galaxie gagnerait donc facilement. Mais le tableau n'est pas si noir. Certains organismes courageux sont capables de s'adapter à des niveaux élevés de radiation. Nous avons vu que la vie sur Terre a évolué pour survivre partout, des profondeurs de l'océan aux pôles glacés de la planète. Imaginons donc ce qui se passerait si nous devions, d'une manière ou d'une autre, évoluer pour survivre dans ces conditions difficiles. Imaginons des humains dotés d'une peau dure et écailleuse qui les protège des radiations et des plantes dotées de structures uniques qui leur permettent de prospérer dans cet environnement lumineux. Mais même ainsi, les rayonnements pourraient avoir des effets très effrayants sur l'être humain. Par exemple, elles pourraient endommager les molécules d'ADN et provoquer des mutations. Imagine un monde où les plantes auraient 5 feuilles au lieu de 4, où les animaux auraient un pelage étrangement coloré, où les gens auraient des yeux d'une couleur inhabituelle, ou d'autres caractéristiques originales. Et ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs exemples. Ne parlons même pas des plus moches. En outre, elles pourraient nous faire subir des changements métaboliques. Notre corps pourrait traiter la nourriture et d'autres ressources plus rapidement, ce qui pourrait entraîner des taux de croissance plus rapides et des tailles plus importantes. Les plantes pourraient devenir grandes et larges et les animaux seraient beaucoup plus imposants que la normale. Il existe également sur Terre des organismes capables de produire de la bioluminescence. Grâce à des niveaux élevés de rayonnement, ils pourraient briller encore plus que d'habitude. Imagine que tu te promènes dans une forêt la nuit et que tu vois les arbres, les champignons et même les insectes briller d'une étrange lumière bleue ou verte. À la fois effrayant et surprenant, n'est-ce pas? Mais passons au prochain grand changement, la gravité. Au centre de la Voie lactée, la gravité est incroyablement forte. Tout cela grâce à un trou noir supermassif, dont la masse est environ 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Ce trou noir s'appelle Sagittarius A. Et oui, c'est notre voisin maintenant. Génial! Et en supposant que nous ne soyons pas avalés par ce trou noir ou écrasés par cette gravité incroyablement forte, cela pourrait tout de même déclencher de nombreux tremblements de terre et éruptions volcaniques. Ce trou noir serait comme un tyran gravitationnel, tirant et arrachant tout ce qui se trouve sur son chemin. En fait, si nous survivions à ce trou noir, nous participerions tous les jours à une sorte de compétition de surf grandiose. Il suffit d'ajouter un peu de frisson en risquant sa vie. Et oublions l'idée de fuir la planète. Ce ne serait plus du tout aussi simple de lancer des fusées. Oh, et les objets physiques ne seraient pas les seuls à être affectés par la gravité.
le temps s'écoulerait très différemment pour nous. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps s'écoule plus lentement dans les zones de forte gravité. En d'autres termes, les terriens vieilliraient moins vite qu'une personne située loin du centre de notre galaxie. Par ailleurs, le centre de la Voie lactée est un endroit très animé. Des étoiles, des planètes et d'autres objets célestes s'y déplacent chaque jour à des vitesses incroyablement élevées. Les positions des étoiles et des autres objets changent constamment. En d'autres termes, il faut dire adieu à la navigation normale. Les systèmes GPS ne seraient probablement pas fiables en raison de l'intensité des forces gravitationnelles et des radiations. Si tu te perds accidentellement dans une forêt phosphorescente avec des animaux effrayants, bonne chance. Mais il n'y a pas que du négatif. Le centre abrite également des nuages moléculaires. Ce sont des régions de l'espace où naissent les nouvelles étoiles. Et la Voie lactée, en général, offre des paysages étonnants. Par exemple, des nébuleuses étonnantes comme la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de l'Aigle, qui sont visibles avec des télescopes ou même simplement avec une bonne paire de jumelles. Si la Terre était située au centre de la Voie lactée, nous serions aux premières loges pour assister à certains des événements cosmiques les plus spectaculaires. Ne serait-ce pas génial ? En résumé, si la Terre était située au centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Bien sûr, nous savons tous que notre planète n'aurait pas survécu à un tel changement. Mais il est tout de même intéressant d'imaginer comment notre vie se déroulerait si nous y étions. Et à en juger par ce dont nous venons de parler, ce ne serait pas beau à voir. Alors, chérissons et apprécions notre paisible petit système solaire. Y a-t-il un gigantesque méga-soleil au centre de notre Voie lactée ? Les scientifiques ont effectivement cru cela pendant un certain temps, car c'est la région la plus lumineuse de la galaxie. Elle contient des millions d'étoiles concentrées dans une zone restreinte, appelée le bulbe galactique. Le bulbe galactique renferme une densité d'étoiles, par année-lumière bien supérieure à celle de toute autre partie de la galaxie. Il peut être jusqu'à 10 millions de fois plus dense que notre secteur. Parfois, les étoiles y sont séparées par seulement 5 jours-lumière, ce qui correspondrait à la présence d'une autre étoile dans notre système solaire, à peine au-delà de Pluton, à l'échelle spatiale. Mais qu'est-ce qui explique une telle densité ? Lors de la formation des galaxies, de grandes quantités de gaz et de poussière se réunissent sous l'influence de la gravité. Ces matériaux s'accumulent et finissent par former des étoiles. La gravité et le moment cinétique trouvent un équilibre, donnant lieu à une structure en disque plat avec un cœur dense et lumineux, présentant souvent une forme bombée. Les étoiles poursuivent leur existence tranquille, et lorsqu'elles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles s'effondrent sous leur propre poids, ce qui entraîne la formation d'un trou noir. Les trous noirs sont avides de tout ce qui les entoure, et plus ils absorbent de matière, plus ils grossissent. Et quel meilleur endroit pour un festin cosmique que le centre de la galaxie, où la matière est rassemblée en abondance. Lorsque le trou noir commence à engloutir le gaz et la poussière environnant, il forme un disque d'accrétion. À mesure que cette matière spirale vers le trou noir, elle s'échauffe et libère une grande quantité d'énergie, rendant ainsi le centre de la galaxie encore plus brillant. C'est pourquoi l'on trouve à la fois des trous noirs supermassifs et des bulbes galactiques au centre de toutes les galaxies. Le bulbe galactique situé au centre de la Voie lactée a une forme légèrement elliptique. C'est ce qu'on appelle un bulbe classique. Les étoiles dans cette région diffèrent de notre Soleil. Elles se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions et tous les plans possibles. Et chacune a une vitesse différente. La gravité y est donc chaotique, ce qui donne au bulbe une apparence proche d'une sphère ou d'une ellipse. Étant les premières à se former, ces zones abritent certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Cependant, il existe également des régions de formation stellaire, peuplées de jeunes étoiles massives, âgées de moins de 100 millions d'années. À mesure que nous nous éloignons du centre, l'environnement devient plus paisible. Les étoiles commencent à tourner de manière régulière et se stabilisent. Actuellement, la Terre se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, nommé le bras d'Orion, situé à une grande distance du bulbe galactique. Dans notre voisinage, les étoiles sont généralement séparées par 4 ou 5 années-lumière. Cela implique que la majeure partie d'une galaxie est en réalité constituée d'un espace noir et vide. Notre trou noir s'appelle Sagittaire à étoiles. Il est immense, avec une masse représentant environ 4 millions de fois celle de notre Soleil.
Sa taille est également d'environ 51 millions de kilomètres de diamètre, ce qui est comparable à la distance entre Mercure et le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas, il ne menace pas d'engloutir la Voie lactée ni de nous absorber. Ces trous noirs sont en réalité très petits comparés à l'ensemble de la galaxie et ne peuvent consommer que ce qui se trouve à proximité. Actuellement, de nombreuses étoiles orbitent autour de Sagittarius A étoile. Bien qu'il émette une énorme quantité d'énergie, sa lumière est difficile à observer depuis la Terre, sans un important effort scientifique. Mais pourquoi ne voyons-nous pas le centre de notre propre galaxie? Le bulbe galactique est si lumineux qu'à 26 000 années-lumière de distance, nous devrions le voir briller intensément dans notre ciel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La raison en est la poussière interstellaire. Il y a une grande quantité de poussière entre nous et le noyau galactique, ce qui absorbe la majorité de la lumière visible. Nous ne pouvons observer le noyau galactique qu'en utilisant d'autres types de lumière, comme l'infrarouge proche ou les rayons gamma. La NASA dispose d'images du noyau prises dans différents types de lumière, montrant à quel point le centre est extrêmement lumineux sans la poussière qui obstrue notre vue. Cependant, toutes les régions lumineuses ne sont pas cachées par le gaz et la poussière. Par exemple, lorsqu'on observe des amas denses comme Messier 13, les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles apparaissent comme une simple tache blanche. La plupart des télescopes ne peuvent pas les distinguer. La galaxie satellite M32, notre voisine près de la galaxie d'Andromède, contient environ 84 étoiles par année-lumière. Sa densité est telle que même le télescope spatial Hubble ne parvient pas à traiter les étoiles individuellement. Pour se faire une idée, notre système solaire mesure environ 2 années-lumière de long. Si nous étions là-bas, nous pourrions apercevoir environ 168 astres à travers la fenêtre. Le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, situé à environ 4 années-lumière du Soleil. S'il se trouvait à quelques jours-lumière seulement, il brillerait beaucoup plus intensément que la pleine Lune. Ainsi, si nous parvenions à survivre dans des régions d'étoiles extrêmement denses, le ciel serait entièrement blanc toute la journée. Mais il est peu probable que cela soit réalisable. À mesure que l'on se rapproche du centre de la Voie lactée, les chances de trouver de la vie deviennent extrêmement faibles. La gravité des étoiles y est extrême, avec des mouvements imprévisibles, laissant peu de place pour d'autres objets. Sur ces rares planètes, les radiations des rayons cosmiques sont incroyablement élevées. Les explosions de supernovas et les collisions d'étoiles à proximité deviennent fréquentes, et le gaz environnant rend presque impossible la respiration, ou même une vision claire. En revanche, à mesure que l'on s'éloigne, le nombre d'étoiles diminue. Les éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer, produits par les étoiles, deviennent également moins nombreux. Trop de radiations sont néfastes, mais des radiations trop faibles signifient qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour soutenir des réactions chimiques cruciales, telles que la photosynthèse. C'est pourquoi, si la vie extraterrestre existe, elle se trouverait probablement quelque part dans des régions plus centrales des galaxies. Mais certaines galaxies doivent avoir leur éclat à un noyau galactique actif. Ce sont des régions extrêmement énergétiques, situées au centre de certaines galaxies. Elles brillent de manière bien plus intense que n'importe quelle étoile imaginable. Cependant, leur luminosité se manifeste principalement dans certaines parties du spectre électromagnétique. Cette luminosité ne provient pas des étoiles, mais du disque d'accrétion entourant leur trou noir supermassif. Au fur et à mesure que la matière tombe lentement dans un trou noir, elle s'accumule autour de celui-ci, et forme un disque plat, de gaz, de poussière et d'autres éléments en rotation. En raison des conditions extrêmes de gravité et de friction, ce disque chauffe et commence à émettre d'énormes quantités d'énergie. De plus, ce disque tourne à une vitesse presque égale à celle de la lumière. En conséquence, des collisions se produisent en permanence et sont d'une puissance inimaginable, libérant encore plus d'énergie. La plupart des galaxies ne possèdent pas de noyau actif de galaxie, ou NAG. Celles qui en ont, comme la galaxie M427 dans la constellation de la Vierge, sont appelées des galaxies actives. Il existe également différents types de NAG, tels que les galaxies de Seyfert, les galaxies radio, et enfin les quasars, qui sont les champions en termes de luminosité spatiale. Imaginez des objets si éclatants qu'ils peuvent surpasser la luminosité de l'ensemble de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Les quasars sont un type particulier de noyau galactique actif, la forme la plus extrême et la plus brillante. Ils sont associés aux trous noirs supermassifs, les plus grands de notre univers. Les quasars sont comme une combinaison de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce sont les disques d'accrétion les plus brillants que l'on puisse observer. Grâce à leurs énormes trous noirs qui absorbent tout ce qui les entoure,
Ils possèdent également des caractéristiques remarquables. Des jets puissants de particules qui jaillissent des pôles du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets augmentent la luminosité du quasar, bien qu'ils ne puissent être détectés que sous la forme d'ondes radio. L'énergie qu'ils émettent est telle qu'ils peuvent être observés à des milliards d'années-lumière. Cependant, le quasar le plus proche se situe à 600 millions d'années-lumière, ce qui rend son observation impossible avec des télescopes amateurs. Ainsi, lorsque nous observons une galaxie au moyen d'un télescope, nous ne voyons généralement que le noyau le plus lumineux en négligeant les parties externes. Hélas, nos yeux ne sont tout simplement pas faits pour percevoir des objets comme les noyaux actifs galactiques. C'est pourquoi ces étoiles sont parmi les plus brillantes que nous puissions voir. Mais quel spectacle étourdissant! Ah! Accroche-toi à ta longue vue, rat de l'espace. Les savants ont fait une découverte étonnante. Ils ont découvert l'ancien cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Mais qu'est-ce que cet ancien cœur et que nous dit-il sur l'histoire de notre galaxie? Voyons cela ensemble. Ce sera tout? Oui, merci Capitaine Jack. À votre service. Arr! Eh oui, que voulez-vous? C'est un pirate de l'espace. La Voie lactée ne se résume pas à une barre chocolatée. C'est avant tout une majestueuse galaxie spirale qui abrite des milliards d'étoiles, de planètes et d'autres objets célestes. Et elle s'étend sur une distance impressionnante d'environ 100 000 années-lumière. La Voie lactée présente une forme caractéristique, avec un bulbe central d'où partent des bras spiraux. Ces bras, comparables à des banlieues cosmiques, sont des zones où les étoiles sont plus dispersées et le voisinage plus paisible. Constitués de gaz, de poussière et d'étoiles, ils se déplacent en harmonie, formant un motif circulaire autour du centre galactique. Entre ces bras spiraux se trouvent d'immenses étendues d'espace interstellaire. Ces régions, bien qu'essentiellement vides, abritent de fines nébulosités de gaz et de poussière, ainsi que des spectacles saisissants, comme de vastes zones de formation d'étoiles ou des nébuleuses aux couleurs éclatantes. La Voie lactée est également entourée d'un vaste halo de matière noire, une substance mystérieuse et invisible dont nous ne percevons que les effets gravitationnels. Ce halo joue un rôle essentiel en maintenant la cohésion de la galaxie et s'étend bien au-delà des régions visibles. Et enfin, voici le centre de la Voie lactée, où se concentre une activité intense. On y trouve un trou noir supermassif, dont la masse est environ 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, Sagittarius A. Ce trou noir génère des phénomènes parmi les plus énergétiques de la galaxie, comme l'émission de puissants jets d'énergie. Vous vous souvenez sans doute de la première photo d'un trou noir à avoir fait le tour du web? C'était Sagittarius A, que nous sommes parvenus à immortaliser grâce à sa proximité avec la Terre. Dans l'ensemble, le centre de la Voie lactée regorge d'étoiles étroitement agglutinées, formant un amas particulièrement dense. C'est précisément là que les astronomes ont récemment réalisé une découverte extraordinaire. Le cœur de notre galaxie a été identifié. Et quel cœur? Il s'agit d'un véritable fossile. Et un peu de respect pour les anciens. Une équipe de scientifiques émérites a mis au jour un amas de 18 000 étoiles, apparues peu après le Big Bang. Ces étoiles anciennes ont constitué le noyau primitif de la Voie lactée. Elles datent d'une époque où notre galaxie n'était qu'une collection de proto-galaxies, s'unissant progressivement pour donner naissance à une structure plus vaste et plus complexe. Les chercheurs ont surnommé cet ensemble le pauvre vieux cœur de la Voie lactée. Incroyable, n'est-ce pas? Ces étoiles, âgées de plus de 12,5 milliards d'années, ne représentent peut-être que 0,2% de la masse totale de notre galaxie, mais leur importance est inestimable. Elles constituent les briques fondatrices, qui ont façonné le noyau autour duquel toutes les autres étoiles et planètes ont pris forme. Mais comment ces étoiles sont-elles devenues le cœur de la galaxie? Comment se sont-elles formées? Et comment les avons-nous découvertes? Pour répondre à ces interrogations, il faut remonter le cours du temps, jusqu'à un passé infiniment lointain. Il était une fois, il y a près de 14 milliards d'années, le Big Bang. C'est à ce moment que notre univers est né. Dans ses premiers instants, il était d'une chaleur inimaginable. Puis, en se refroidissant peu à peu, de petites poches de gaz commencèrent à se regrouper sous l'effet de la gravité, donnant naissance aux premières galaxies. La Voie lactée fait partie de ces galaxies. Elle a, elle aussi, débuté sous la forme d'une modeste concentration de gaz et de poussière. Puis, avec le temps, elle a commencé à se structurer. Les premiers astres, appelés proto-étoiles, sont apparus au sein des nuages, et leur gravité a attiré davantage de matière. Ce processus, s'étalant sur des millions d'années,
a finalement donné naissance à la Voie lactée. Mais pour explorer plus en profondeur l'histoire de notre galaxie, il est nécessaire de localiser ces proto-étoiles, une tâche qui s'avère complexe. C'est en analysant les données issues de la mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne, à l'aide d'un réseau neuronal, que des chercheurs ont pu identifier ce cœur ancien. Le télescope Gaïa, un observatoire spatial lancé en 2013 par l'Agence spatiale européenne, a pour mission de cartographier la position et les mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles au sein de notre galaxie. 1 milliard d'étoiles, une tâche colossale, comparable au fait de compter chaque grain de sable sur une plage. Mais Gaïa s'avère parfaitement à la hauteur de ce défi. Et comment fonctionne-t-il ? Le télescope est doté de 2 caméras sophistiquées qui photographient simultanément le ciel. Leur puissance est telle qu'elles peuvent détecter des étoiles 1 million de fois moins lumineuses que celles visibles à l'œil nu. En prenant de multiples clichés de chaque étoile, Gaïa permet de suivre leurs mouvements avec une précision remarquable. Les données recueillies par Gaïa offrent aux astronomes une meilleure compréhension de la structure et de l'histoire de la Voie lactée. Elles révèlent des informations inédites sur les étoiles, comme leur âge, leur température ou leur composition chimique. De plus, Gaïa contribue à la recherche d'exoplanètes, ces corps qui gravitent autour d'étoiles situées en dehors de notre système solaire. Dans le cadre de cette recherche, les astronomes ont utilisé Gaïa et la carte 3D la plus précise de la Voie lactée jamais réalisée. Pour identifier le groupe primordial, ils ont dû analyser près de 2 millions d'étoiles. Une des méthodes pour estimer l'âge des astres consiste à observer leur luminosité et leur température, permettant ainsi d'étudier une courte phase de leur évolution, connue sous le nom de sous-géante. Mais imaginez devoir localiser, au sein de l'immense centre de la Voie lactée, un minuscule groupe d'étoiles âgées de plus de 12,5 milliards d'années. Cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Heureusement, les chercheurs disposaient d'un atout de taille, les métaux. Dans l'univers primitif, les noyaux des premières étoiles étaient si chauds et denses qu'ils parvenaient à fusionner des atomes, donnant naissance à des éléments plus lourds, appelés métaux en astronomie. Toutefois, ces métaux ne correspondent pas nécessairement aux matériaux que nous appelons ainsi dans la vie quotidienne. Plus une étoile est massive, plus elle produit de métaux au cours de son existence. Lorsque les premières étoiles ont atteint la fin de leur vie, elles ont explosé en dispersant ces métaux. Ceux-ci se sont ensuite mêlés aux gaz environnants et ont contribué à la formation des générations suivantes d'étoiles. Au fil du temps, à mesure que l'univers vieillissait, de nouvelles générations d'étoiles se sont succédées, chacune contenant davantage de métaux que la précédente. Vous voyez où cela mène ? Plus une étoile est ancienne, moins elle contient de métaux. Cela signifiait qu'il était temps de se livrer à une véritable archéologie galactique. L'équipe a formé l'IA à identifier les étoiles les plus anciennes et les moins riches en métaux. Et elle a relevé le défi. Elle a repéré un immense amas d'étoiles, toutes situées à moins de 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Ensuite, les astronomes ont distingué les étoiles qui composaient le cœur ancien de celles issues d'une galaxie naine. Au final, il ne restait que les étoiles d'origine autour desquelles la Voie lactée avait grandi. Cette découverte est proprement fascinante. Elle met en lumière les vestiges des premières étapes de l'histoire de la Voie lactée. Les simulations de sa formation se sont avérées d'une grande précision. Les vieilles étoiles étaient exactement là où on les avait prédites. Imaginez, des étoiles qui se souviennent de l'univers à ses débuts se trouvent encore aujourd'hui au cœur de notre galaxie. N'est-ce pas extraordinaire ? Mais pourquoi est-ce si important ? En étudiant ces étoiles, les scientifiques ont fait des découvertes remarquables. Ils ont notamment confirmé que le noyau de la Voie lactée était initialement stationnaire et n'a acquis sa rotation qu'en grandissant. Cela signifie que la Voie lactée s'est formée grâce à la fusion de 3 ou 4 proto-galaxies, ces étoiles constituant son tout premier noyau. Mais même après des milliards d'années et de nombreuses fusions, le cœur de la Voie lactée est resté intact. Telle une oasis protégée au sein du tumulte cosmique. La Voie lactée est une structure vaste et complexe, regorgeant de mystères et de merveilles encore à découvrir. C'est une véritable splendeur de l'univers, et nous avons la chance d'y habiter. Mais l'exploration ne s'arrête pas là. Les chercheurs souhaitent en apprendre toujours plus sur la formation de notre galaxie, et prévoient d'étudier ces étoiles anciennes avec une précision accrue. Qui sait quelles révélations pourraient émerger ? Peut-être découvriront-ils les types de supernovas responsables des éléments que nous connaissons aujourd'hui.